Dans cette vidéo, on va parler de sujets tabous, on va parler d'argent, on va parler d'intimité, on va parler d'objectifs. Bref, on va parler FAQ puisque j'ai décidé de répondre à 25 questions qui me sont posées quasi tous les jours sur les réseaux sociaux. Je vois les amis que vous êtes des vrais petits curieux et j'ai décidé de vous faire un petit peu plaisir en répondant à ces fameuses 25 questions qui sont parfois sur des sujets un peu personnels mais où bien évidemment je suis tout à fait ok pour vous répondre en toute franchise. L'objectif de cette chaîne YouTube encore une fois est de vous donner un maximum de valeur et voilà en toute transparence par rapport à ce que je réalise au quotidien, par rapport à ce que vous pouvez réaliser également, dans le but de vous motiver et que vous soyez un maximum drivé vers le succès. On commence tout de suite avec la première question. Tim, qu'est-ce que tu conseillerais à un étudiant pour commencer à investir en attendant la fin de ses études? Alors la réponse, elle va te paraître un peu bateau, mais ce serait clairement d'investir en toi-même. Formation en ligne, coach, développement personnel, livres, études. Dis-toi qu'avant la fin de tes études, tu ne pourras pas lever de la dette pour faire de l'immobilier. Tu peux épargner un petit peu d'argent sur un job étudiant pour investir sur un ETF, sur le S&P 500, mais clairement là où tu auras la meilleure rentabilité, c'est d'acheter une formation pour être plus productif, pour savoir comment investir dans l'immobilier, sur les marchés financiers, dans les actifs numériques. Et crois-moi, 10 ans plus tard, tu ne seras pas déçu du retour sur investissement que tu auras. Question numéro 2, combien tu dépenses par mois? La réponse va peut-être vous choquer, mais je dépense moins de 2000 € par mois au quotidien, puisque comme vous le savez, je suis interne en médecine et je gagne en toute transparence 1850 € par mois de salaire. Et c'est exactement ce que je m'autorise pour vivre au quotidien, payer les charges courantes, etc. etc. Même si j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une entreprise qui va mettre à ma disposition une voiture de fonction, un téléphone, des déplacements professionnels, des repas professionnels, mais tout compris, on va dire que même avec les frais de société, je ne dépasse pas les 3000 € par mois de dépenses, tout simplement parce que j'investis la majorité de mes revenus dans la pierre. Question numéro 3, quelles sont les plus grosses erreurs que tu as commises en IMO? Alors je dirais numéro 1, m'associer avec les mauvaises personnes. Numéro 2, qui regroupe un peu la numéro 1, c'est de travailler avec des amis. C'est quelque chose que je vous déconseille vraiment de faire du business avec des amis, sauf si vous êtes sur une vraie relation d'égalité. Mais surtout, ne rendez pas de service et n'essayez pas de faire plaisir en faisant du business avec quelqu'un. Et troisième erreur, je dirais peut-être de ne pas en avoir acheté plus. Question numéro 4, que penses-tu de la crise immobilière actuelle et quelles sont tes prédictions pour l'avenir? Déjà, il faut savoir que la crise immobilière de 2023, elle n'a pas touché tous les secteurs. Même si oui, l'immobilier parisien a perdu entre 5 et 10% en fonction des quartiers, l'immobilier français global, lui, n'a pratiquement pas baissé ou une très légère correction. Et c'est bien uniquement le bureau et un petit peu le local commercial qui ont perdu de la valeur. C'est des secteurs sur lesquels moi je ne suis pas investi en majorité, ce qui fait que mon portefeuille lui n'a quasiment pas bougé sur la fin de l'année 2023 malgré la hausse des taux d'intérêt. Mes prédictions, elles sont basiques. Après une forte période de hausse, il y a une période de baisse et après une période de baisse, il y a une période de hausse. Donc oui, l'immobilier est cyclique, comme les actions, comme les obligations, comme tout investissement au sens large, même si ça reste pour moi un vrai produit bon père de famille. Question numéro 5, comment gères-tu ta vie de jeune papa? Alors si vous êtes jeune papa, vous le savez, on gère au final pas grand chose. Et moi personnellement, entre la fin de mes études de médecine, mon parc immobilier de plus d'une centaine de biens à gérer et mes actions de formation pour vous apporter un maximum de valeur, je suis dépassé, c'est le chaos, c'est le bordel. Et je pense que c'est le cas pour tous les jeunes papas. Malgré tout, on tient le cap, on essaie d'augmenter son niveau de productivité, d'être organisé au maximum pour ne pas louper les moments très précieux d'un petit bébé qui est en train de grandir. C'est en tout cas ce que j'essaie de faire au quotidien et c'est ce que je vous conseille. Question numéro 6, tes stratégies et conseils en IMO fonctionnent-ils en dehors de la France si je vis à l'étranger? Alors oui, acheter de l'immobilier en France ou acheter de l'immobilier aux États-Unis, c'est la même chose. La seule chose qui va changer, c'est éventuellement le parcours d'achat où le système qu'on a en France offre compromis puis compromis vers acte de vente n'est pas valable dans tous les pays ou en tout cas parfois plus rapidement ou plus lentement. Mais surtout ce qui va changer, c'est les conditions bancaires. Si aujourd'hui vous achetez un bien aux États-Unis, on vous demandera entre 20 et 40% d'apport sur le dossier, alors qu'en France, on peut arriver encore à s'en sortir aujourd'hui avec 10% d'apport. Et bien évidemment, la fiscalité qui est un point crucial à analyser avant d'investir dans un autre pays. À quel âge as-tu acheté ton premier bien immobilier? Question courte, réponse courte. J'ai acheté mon premier bien à l'âge de 19 ans. À la toute fin de ma première année de médecine, dès que j'ai commencé à acheter des revenus, il s'agissait d'un immeuble de rapport de 3 appartements que j'ai acquis pour la somme de 200 000 € plus les frais de notaire derrière. Pas de rénovation
inflation à prévoir et c'est aujourd'hui un immeuble qui me rapporte 350 € de cash flow tous les mois, ce qui est pas exceptionnel hein, avec un taux à 0,90 mais ce qui est pas non plus dégueulasse par les temps qui courent. Je souhaite acheter mon premier appartement, me conseilles-tu d'en faire ma résidence principale ou de le mettre en location? Alors c'est une excellente question et les deux stratégies sont possibles. Si vous n'avez pas de capital, l'achat-revente en résidence principale est clairement une des méthodes qui va vous permettre de générer 30 000, 40 000, 50 000, 70 000 € très rapidement et se exonérer de toute taxe et de tout impôt sur la plus-value, ce qui est, pour tout vous dire, une des dernières niches fiscales disponibles en France. Donc si vous avez du capital, orientez-vous vers du locatif. Si vous n'avez pas de capital, faites un aller-retour en résidence principale. Et j'ai bien dit un seul, puisque si vous en faites plusieurs, ce sera considéré comme une activité commerciale. Question 10, tu préfères l'argent, la célébrité ou la gloire? Alors clairement, la réponse pour moi est très facile, ce sera la gloire. La célébrité m'excite pas du tout, alors peut-être parce que je suis pas encore assez connu pour que ça m'excite. L'argent, c'est vraiment pas mon moteur, probablement parce que j'en ai jamais manqué dans ma vie. Mais par contre, la gloire, le fait de faire des grandes choses, de rendre service à la société et d'améliorer le monde qu'il y a autour de moi, c'est vraiment mon driver et c'est vraiment ce qui me permet de continuer à faire de plus en plus de projets, notamment des projets médico-sociaux que j'aimerais faire encore plus pour l'année prochaine. Quand est-ce que ton château sera entièrement fini? Oui, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi, j'ai acheté un château du XIIIe siècle, enfin une maison forte fortifiée pour être plus précis, que je suis en train de entièrement rénover et normalement les travaux devraient se terminer vers la fin mars, début avril, au début des beaux jours où vraiment on aura fait un peu le tour des extérieurs, des intérieurs, mais au total voilà un peu plus de 300 000 € de travaux, donc il faut quand même les effectuer, ça va pas se faire du jour au lendemain. Comment fait-on pour investir dans le vin? Deux solutions s'offrent à vous si vous avez cet objectif, soit d'acheter des bouteilles ou des lots de bouteilles et de les conserver chez vous dans une cave en attendant qu'elles prennent de la valeur, ce qui est d'ailleurs la solution la plus simple, hein, puisque vous pouvez acheter vos premières bouteilles qui sont des bouteilles qui peuvent prendre de la valeur pour une cinquantaine d'euros. Solution numéro 2, beaucoup plus onéreuse, c'est d'acheter des parcelles de vignes, s'en occuper ou les louer, dans le but spéculatif de les revendre un petit peu plus cher quelques années plus tard. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si une vidéo complète sur le sujet vous intéresserait. Question numéro 13, pourquoi as-tu fait un enfant si jeune? Oui, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un jeune papa de 25 ans, d'une petite fille qui vient d'avoir 5 mois au moment où je tourne cette vidéo. Et si on a décidé avec ma compagne, puisque comme vous en doutez, ce n'est pas moi factuellement qui a accouché, on avait vraiment cet objectif d'avoir des enfants assez jeunes, aussi pour pouvoir être dans le coup, dans la même génération qu'eux, aussi parce qu'on s'en sentait prêt, hein, tout simplement, et parce qu'on avait plusieurs couples d'amis qui avaient eu leur enfant jeune, qui étaient déjà grands au moment où ils avaient une quarantaine d'années, et qui vraiment, on trouvait, avaient la belle vie avec des enfants autonomes, qu'ils considèrent presque comme des amis en fin de compte, puisque quasiment la même génération, et c'est en tout cas une vision de la famille qui, moi, me correspond très très bien. Question 14, pourquoi on ne te voit jamais avec une belle voiture ou une montre de luxe? Alors déjà parce que j'en ai pas, c'est la première raison, et aussi deuxièmement parce que j'en achète pas, tout simplement parce que même si j'aime bien les voitures, j'irai pas jusqu'à mettre 50 000, 60 000 et encore moins 100 000 € dans une caisse aujourd'hui. Je préfère largement acheter 2 T2 meublés et les louer 500 € par mois chacun, même si encore une fois tout est question de plaisir. Pour les montres de luxe c'est pareil, c'est un investissement auquel je ne crois pas particulièrement, tout simplement parce que le marché est drivé par peut-être 5 marques au total qui choisissent exactement à quel prix la montre va être vendue, et donc pour moi investir dans un actif où la valeur de cet actif est décidée par une marque en fonction de la quantité de production qu'elle produit, bah, c'est clairement se tirer une double balle dans le pied, et même si aujourd'hui j'avais 100 000 € à claquer, je les claquerais sûrement pas dans une montre. Question numéro 15, quel a été le moment le plus dur de 2023 pour toi? Alors je pense que ça a été la fin de l'année où j'ai commencé un nouveau poste un petit peu plus loin de chez moi, où j'avais 45 minutes de route le matin, le soir, un poste dans un service qui me correspond pas forcément, en tout cas qui est pas du tout ce que je veux faire plus tard. Et vous savez, quand ça fait 8 ans que vous faites des choses qui vous intéressent peu et que la quantité de choses qui vous intéressent est vraiment par parcimonie sur votre parcours, au bout d'un moment ça commence à être long et on accumule la nervosité et la fatigue. Malgré tout, avec une bonne hygiène de vie et un soutien incommensurable de ma compagne, j'ai réussi bien évidemment à garder la tête hors de l'eau, et heureusement parce qu'il y a quand même 117 lots immobiliers à louer derrière les gars, donc je peux pas vraiment me permettre de perdre en régime et de perdre en vitesse. Est-ce que tu penses qu'avec plus d'argent on a plus d'amis? Alors vraiment je peux vous dire d'expérience que non, plus on a d'argent moins on a d'amis. Pourquoi? Parce que quand on commence à accumuler du patrimoine, un petit peu plus d'argent, on ne fréquente pas les mêmes hôtels, on ne fait pas les mêmes vacances, on a en général pas les mêmes loisirs, et même si on reste quelqu'un de simple, de basique et d'accessible, les problèmes et les ennuis que je vais avoir au quotidien ne sont pas les mêmes que quelqu'un qui est salarié, qui gagne 1500 € par mois et qui, quand il a fait ses 35 heures, rentre chez lui et il n'a plus rien d'autre à penser. Donc forcément, en gagnant plus
plus d'argent, on aura tendance à fréquenter un milieu qui est différent. Et vous le savez, il y a plus de gens qui gagnent 2000 € par mois que de gens qui en gagnent 10 000. Question 17, Tim, est-ce que tu penses que c'est pas risqué d'investir en famille ou avec des amis? Risqué, évidemment que ça l'est. Quand on investit avec quelqu'un, on va partager les meilleurs moments de l'investissement comme les pires. Donc si tout va bien, bah super, parce que passer des bons moments en plus avec des gens qu'on aime dans notre cœur, bah c'est l'extase totale, on peut même pas rêver mieux. Par contre, faut bien avoir conscience dans ce cas-là que s'il y a des mauvais moments, des coups durs, et ça arrive dans la vie d'un investisseur ou d'une société, d'un entrepreneur, bah il faudra aussi partager ce stress et ces mauvais moments avec des gens qui vous sont chers. Des gens où vous n'avez pas envie qu'ils souffrent, vous n'avez pas envie qu'ils forcent, vous n'avez pas envie qu'ils soient les deux pieds dans la panade. Mais il faut être prêt à le faire si vous souhaitez investir avec des amis ou en famille. Question 18, est-ce que tu préfères la médecine ou le business? Alors c'est une question auquel je n'apporterai pas de réponse, tout simplement parce que c'est deux choses qui sont complètement différentes. Même s'il y a des points de convergence entre les deux, soigner quelqu'un ou acheter un appartement pour le louer et avoir la meilleure rentabilité, c'est des choses qui cérébralement pour moi sont tellement différentes qu'on peut même pas les comparer les unes avec les autres. La vérité c'est que je continue à faire de la médecine, que je continuerai à faire de la médecine et que je continue à faire du business, et c'est bien l'équilibre des deux qui me convient et qui à titre personnel me rend très heureux. Question numéro 19, c'est quoi les 5 trucs à regarder avant d'investir dans un actif sur les marchés financiers? Premièrement, quelle est la catégorie de l'actif? Acheter une action, une obligation ou des matières premières, c'est pas la même chose. Deuxièmement, sur quelle zone géographique évolue ton actif? Est-ce qu'on parle d'une entreprise française, européenne, asiatique ou américaine? Troisièmement, sur quel marché évolue l'actif que tu t'apprêtes à acheter? Une entreprise qui évolue dans le luxe ou dans les nouvelles technologies ou dans le commerce de détail? Ce sera fondamentalement différent et donc l'arbitrage à effectuer peut-être derrière sera différent. Troisièmement, assure-toi que c'est un actif avec une grosse capitalisation. Et enfin, cinquième point, il faut comprendre comment ça marche. Si tu achètes des actions d'une entreprise dont tu ne sais même pas ce qu'elle commercialise et donc tu ne sais pas comment son business fonctionne, c'est clairement pour moi du suicide et il vaut mieux mettre cet argent dans le poêle à bois juste derrière moi plutôt que sur les marchés financiers. Question numéro 20, comment tu as fait pour ouvrir un cabinet de thérapie à tes 19 ans? Oui, pour ceux qui ne le savent pas, c'était ma première entreprise, ma première source de revenus, un cabinet de thérapie notamment d'hypnose où j'accompagnais les gens pour arrêter de fumer, perdre du poids et j'arrivais à effectuer plus d'une trentaine de consultations par semaine à l'époque. Pour ce faire, j'ai tout simplement fait une formation de près d'un mois dans un centre spécialisé qui s'appelle Psynaps. J'ai par la suite ouvert mon auto-entreprise, créé mes cartes de visite, commencé à faire des séances gratuites pour attirer les gens et puis une deuxième, une troisième et petit à petit, un peu comme tous les business, la mayonnaise a pris, les gens étaient contents de ce que je leur proposais et tout ça a donc fonctionné vers le haut. Question numéro 21, pourquoi tu restes en France? Premièrement parce que ma famille est ici et que pour moi la famille c'est ce qu'il y a de plus important sur terre. Deuxièmement parce que j'aime bien la pluie, j'aime bien la verdure, j'aime bien les champs, j'aime bien la forêt et d'aller au Portugal ou à Dubaï ou à Malte ou je ne sais où, il me manquerait mon quota de verdure. Et enfin troisième raison parce que je suis fier d'être français, je suis fier du patrimoine qu'on a en France, je suis fier du sens social qu'on a en France même s'il est excessif parfois. Et quand on vit dans le pays de Napoléon, le pays du général de Gaulle, et ben c'est une vraie fierté tous les jours de porter le drapeau français juste au-dessus de sa maison. Question numéro 22, est-ce réalisable un financement à 110% en ce moment? Ouvrez la parenthèse, début 2024. Alors clairement, la réponse est oui, c'est réalisable. Maintenant, en termes de difficulté, c'est quelque chose que moi personnellement, je n'arrive plus à faire aujourd'hui. Aussi parce qu'ayant accumulé plus de patrimoine, je ne peux pas jouer la casquette que je n'ai pas de capital à investir dans le projet. Mais aussi et surtout parce que les financements à 110% aujourd'hui se font rares. Même si c'est encore possible, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus difficile à atteindre. Le banquier vous demandera de partager une part de risque en mettant 8%, les frais de notaire dans l'opération, même 10 voire 15%. Et après tout, si vous devriez prêter de l'argent à quelqu'un, est-ce que vous lui demanderiez pas de faire un effort de 10% de ce que vous lui demandez? La question mérite réflexion. Question numéro 23, je veux me lancer en 2024 dans l'investissement, mais est-ce qu'avec tes vidéos, c'est suffisant? Alors sur mes vidéos YouTube, je donne vraiment tout le contenu que j'ai dans ma tête. Souvent, on a tendance à croire que les personnes qui créent du contenu sur internet éducatif, elles font de la retenue pour derrière vendre des trucs payants, alors qu'en fait, et j'en connais plein des créateurs de contenu, je peux vous le dire, c'est pas du tout le cas. Et moi, à titre personnel, quand je fais une vidéo sur comment fonctionne la SCI sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de fonctionnement que je vais vous cacher, pas de domaine juridique que je vais faire abstraction volontairement pour que derrière vous m'achetiez un produit payant, un coaching ou je ne sais quelle autre connerie. Moi, à titre personnel, j'ai réalisé mon premier achat immobilier en me basant uniquement sur des vidéos sur YouTube. Ça m'a bien réussi, donc je vois pas pourquoi ça pourrait pas réussir à d'autres personnes. Question numéro 24, comment fonctionne l'endettement pour une SCI? Est-ce différent d'un investissement en perso? La réponse est oui, grâce à l'achat en SCI, tu vas pouvoir éviter la règle des
33% d'endettement en étant considéré comme un investisseur immobilier professionnel. Sauf que la règle des 33% d'endettement, elle ne concerne que les particuliers, et encore, même dans ces particuliers, dans 20% des cas, la banque a le droit de faire dépasser ce seuil d'endettement. À titre personnel, j'ai toujours investi via des sociétés civiles immobilières dans plusieurs banques différentes pour faire ce qu'on appelle la stratégie de la rotation bancaire et surtout diviser le risque de ma boîte sur plusieurs établissements et donc plusieurs partenaires. Question numéro 25, tu travailles environ combien d'heures par jour? Est-ce que tu travailles le dimanche? Sans vouloir vous affoler, à l'heure actuelle, je travaille environ 12 heures par jour puisque je commence mes journées à 6h30 le matin à la salle de sport où je traite une partie de mes emails sur le vélo ou le tapis de course. Par la suite, je débute véritablement mes sessions de travail à 8h avec ma première session de deep work et j'arrête rarement de travailler avant 19h30, 20h le soir et même après 20h, j'ai toujours mon téléphone, des conversations avec mes collaborateurs à gérer. Donc on peut pas dire que je sois un rentier de l'immobilier et je travaille le samedi, je travaille le dimanche, mais par contre, on peut dire que je suis un heureux de l'immobilier puisque j'adore ça. Maintenant, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Il faut donc à un moment donné faire ce qu'il faut et à titre personnel, je continue de faire ce qu'il faut pour continuer d'acheter des immeubles. Voilà pour cette vidéo FAQ, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de celle-ci si vous auriez d'autres questions, plus ou moins intimes d'ailleurs, que vous aimeriez me poser. Si ce genre de format vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager également, je vous en referai d'autres avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt, c'était Tim, ciao.